La radio de la communauté, Maître Tricot, bonjour ou bonsoir. Bonjour. How are you, Maître Tricot? Fine. Oh, it's been a long time, but okay. Exactly. The Exactly. broadcast will be in French. You don't have to worry. Okay. It will be Alors, in Maître French. Tricot, vous No revenez problem. sur cette antenne 3 jours après. La sentence du général Jean-Marie Michel Mokoko est tombée il y a quelques 2 jours de cela. Alors, le moral. Le moral est excellent. Nous nous attendions tous à cette condamnation programmée. Et c'est pour ça que le général Jean-Marie Michel Mokoko avait indiqué que, tout d'abord, il niait tous les chefs d'accusation, il était innocent. D'une seconde part, il bénéficiait de son immunité juridictionnelle pour laquelle il n'y a pas eu de décision légale qui est statuée dessus. Troisièmement, il ne reconnaissait pas la compétence de la Cour criminelle de Brazzaville et qu'en conséquence, il exercerait son droit au silence. C'est parce qu'il était préparé à cette condamnation, puisqu'il savait fort bien qu'il s'agit d'un règlement de compte politique, puisque le général Denis Sassou Nguesso reproche au général Jean-Marie Michel Mokoko d'avoir gagné les élections présidentielles anticipées et truquées du 20 mars 2016. Donc, il était préparé à cette situation. Et d'ailleurs, comme ça a été noté sur les antennes de la télévision publique de propagande congolaise, Télé Congo, jeudi soir, dès jeudi soir, les journalistes au service du régime Sassou Nguesso ont noté que la défense du général Jean-Marie Michel Mokoko, et notamment celle exprimée par moi, Norbert Tricot, était une défense de rupture et qu'ils avaient noté que le général Jean-Marie Michel Mokoko voulait désormais s'adresser directement par-dessus la tête des juges. Ils n'ont pas précisé qu'on considérait que les juges étaient corrompus, mais les juges de la Cour criminelle sont totalement corrompus, par-dessus la tête des juges, directement au peuple congolais et à l'opinion publique internationale. Puisqu'effectivement, le général Jean-Marie Michel Mokoko considère qu'il ne peut pas faire confiance à un système judiciaire aux ordres de ce qu'il a appelé dans sa lettre du 8 mai la machine totalitaire au pouvoir depuis plus de 30 ans. Donc, il s'attendait à la condamnation et il a toujours été ferme et digne. Alors, Oui, il voulait faire une démonstration à l'opinion publique internationale du style de procès stalinien, de style procès de Moscou ou de procès en Corée du Nord, de régime totalitaire. Et ce procès, qui était largement médiatisé, a contribué à affaiblir le régime Sassou Nguesso. alors, s'il vous était donné la possibilité de plaider pour votre candidat, je sais que votre client, je sais que vous êtes certainement interdit de séjour au Congo-Brazzaville. Exact. Voilà, dans les conditions régulières, nous parlons ici d'une procédure régulière. Essayez un peu, en quelques 3, 4, 5 minutes, nous présenter les grandes lignes d'une plaidoirie, j'allais dire musclée de Maître Tricot. Alors, déjà, si on était dans le cadre d'une procédure régulière, il y aurait eu une instruction différente. Il y a eu 22 mois d'instruction qui ont été uniquement à charge et jamais à décharge. Quand on est dans un état de droit, les avocats de l'inculpé ont le droit de faire des demandes d'actes, ce qu'on appelle des demandes d'actes d'instruction. Par exemple, mes confrères voulaient que soit entendu l'ensemble des co-inculpés, puisqu'aux côtés du général Jean-Marie Michel Mokoko, il y avait 7 co-inculpés qui ensuite sont devenus la semaine passée 7 co-accusés, qui sont des citoyens français, dont mon confrère du barreau de Paris, maître Sylvain Mayer. Jamais ils n'ont pu être entendus dans le cadre de l'instruction. Et jamais les objections du général Jean-Marie Michel Mokoko, qui disait par exemple « Je souhaite entendre les enregistrements, puisqu'on prétend que j'aurais été en contact téléphonique avec des mercenaires français au Gabon. J'aimerais pouvoir entendre ces enregistrements. Est-ce que c'est ma voix? Est-ce que ça a été trafiqué, comme la vidéo de 2007? Est-ce que c'est encore un montage? Donc, j'aimerais entendre. » On n'a jamais pu lui faire entendre. Et la preuve d'ailleurs, au procès, le colonel Elia Tipo de la DGST a parlé des enregistrements, mais il ne les a pas fait écouter. On ne peut pas les écouter parce qu'ils n'existent pas. Et donc, tous les enregistrements qui ont eu lieu donc, du général Jean-Marie Michel Mokoko concernaient ces appels téléphoniques à des membres de sa famille. Comme il savait qu'il était écouté, il ne prenait pas le risque, de toute façon, de parler
que d'affaires familiales avec des membres de sa famille, ou de parler avec les journalistes, parce qu'il a eu de nombreux entretiens téléphoniques avec les journalistes, ou de parler, y compris avec moi, à un moment donné. Le juge d'instruction de Brazzaville voulait m'inculper comme mercenaire français. Il a fallu que ce soit mes confrères de Brazzaville qui disent vous pouvez l'inculper comme mercenaire français, mais c'est Maître Tricot, avocat au barreau de Paris, ça va être compliqué de dire que c'est un mercenaire. Et au dernier moment, ils ne m'ont pas inculpé. C'est dommage, parce que moi, j'aurais bien aimé être inculpé par ce régime, c'est un honneur. Voilà. Donc, parce qu'il ne fait que du faux. Donc, déjà, on ne peut pas parler de plaidoyer face à une procédure équitable. Parce que déjà, si on était devant une chambre criminelle équitable, il y aurait la possibilité de demander un supplément d'instruction parce que l'instruction n'a pas été faite. Et puis en plus, on a eu une procédure qui a démarré dans la violation totale des droits de la défense et avec des décisions non fondées juridiquement. C'est-à-dire que pour arriver à renvoyer le général Jean-Michel Mokoko en catastrophe devant la cour criminelle, parce que le général Denis Sassou Nguesso, le 30 décembre, avait dit il faut qu'on juge tous les anciens candidats à l'élection présidentielle et tous ceux qui ont contesté mon scrutin électoral, il faut les juger avant la fin du premier trimestre 2018. Donc il a demandé une accélération de la procédure, ce qui montre bien que la justice au Congo-Brazzaville n'est pas indépendante du pouvoir exécutif représenté par le général putschiste Denis Sassou Nguesso. Donc, on a eu des décisions totalement illégales où on a eu tant la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Brazzaville que la chambre pénale de la Cour suprême qui ont tordu le droit en disant « Ah, mais de toute façon, le général Jean-Marie Michel Mokoko n'a pas, dès le début de l'enquête ou dès le début de l'instruction, invoqué son immunité. » Il n'avait pas besoin de l'invoquer parce qu'on invoque une exception de procédure que lorsque débute le procès au fond. Donc, dans le cadre de l'enquête préliminaire ou de l'instruction, ils n'avaient pas à l'invoquer. Néanmoins, ils ont voulu juger là-dessus. Et ils ont été obligés de violer le droit. Déjà, la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Brazzaville a jugé que le général Jean-Marie Michel Mokoko, implicitement et explicitement, avait renoncé à son immunité. On ne peut pas faire une renonciation implicite. Et le décret présidentiel précise qu'il faut que ça soit explicite. Donc déjà, elle a tordu ça. La chambre pénale de la Cour suprême s'est aperçue que ça ne tenait pas la route, donc elle a dit on va considérer que les décrets présidentiels, et notamment le décret présidentiel sur l'immunité juridictionnelle pénale, est illégal. Mais là, la chambre pénale de la Cour suprême n'a pas compétence pour rendre une telle décision. Il n'y a que la Cour constitutionnelle du Congo-Brazzaville qui peut déclarer si un texte réglementaire, présidentiel, est contraire à la Constitution, et le déclarer contraire à la Constitution. Ou alors, il faut qu'il y ait des citoyens congolais qui soient victimes de ce texte réglementaire, qui subissent un préjudice et qui saisissent les tribunaux administratifs en recours pour excès de pouvoir, pour là aussi demander l'annulation. Mais en plus, ça n'existe pas de déclarer illégal un décret présidentiel. Donc, et on a bien vu lors du procès, et c'est pour ça que vraiment, il était bon que le général Jean-Marie Michel Mokoko et ses 4 avocats du barreau de Brazzaville gardent le silence, parce qu'on a même eu la cour criminelle qui a dit « Oh ben on considère que le général Jean-Marie Michel Mokoko soulève une exception d'incompétence, on va statuer tout de suite sur notre compétence. » Et ils ont dit « Ah ben de toute façon, la Cour suprême déclare illégal les décrets, donc nous, on valide notre compétence. » Mais là aussi, c'est inverser la hiérarchie des normes. Ça n'est pas à une simple cour d'appel, chambre criminelle de cour d'appel, d'essayer de valider une décision de l'instance supérieure, la chambre pénale de la Cour suprême, qui était elle-même illégale. Donc, ce n'est pas une juridiction de rang inférieur qui peut valider une décision illégale d'une juridiction de rang supérieur. Donc, on est vraiment devant un procès à l'envers. Donc, de toute façon, il ne fallait pas plaider devant ça. Si on était vraiment dans une procédure équitable, on aurait pu contester toutes les fausses preuves. Déjà, elles auraient été contestées lors de l'instruction. Mais pour les fausses preuves, on n'avait même pas besoin
de les contester, parce que c'est l'accusation elle-même qui se décrédibilisait avec toutes ces hésitations. On a bien vu, quand on a appelé mardi dernier le colonel Elie Atipo de la DGST à la barre, il s'est caché, il n'a pas voulu venir, et puis après il est venu en disant « Ah oui, mais je ne peux pas, vous me demandez de reconnaître les armes qui auraient été découvertes au domicile du général, et ma hiérarchie me donne instruction de ne pas m'exprimer à ce stade-là de la procédure. » Ça montre bien qu'il était dans les difficultés. Et d'ailleurs, à aucun moment, on a mis et on a dit à quelle date et dans quelles conditions ces armes ont été trouvées. Et il ne pouvait pas le faire, parce qu'il y avait une première perquisition le 4 mars, le jour de l'ouverture de la campagne électorale au domicile du général Jean-Marie Michel Mokoko, où on n'a trouvé aucune arme, autre que ces armes de détention habituelles. Et le chef d'état-major, Guy Blanchard-Rocoy, a bien dit que le général Jean-Marie Michel Mokoko avait respecté la procédure sur la dotation de sa garde qui lui était affectée. Il s'est juste trompé sur le nombre de gardes qui lui étaient affectés. Il a dit 8, en réalité c'était 15 et c'était marqué dans la procédure. Donc, et lui n'a pas reconnu les armes soi-disant sous scellé et on n'avait pas les dates des scellés. Donc déjà, quand on voit que dans une procédure on n'a aucune date précise, que les scellés ne sont pas conformes au code de procédure pénale congolais, ça tombe de soi. Donc déjà, rien qu'avec la déclaration du général Okoye, le chef d'accusation détention illégale d'armes et munitions de guerre devait tomber, puisqu'il a bien dit, il a respecté la procédure, voilà. Donc déjà ça aurait dû tomber. Pour le reste, on a eu mercredi le colonel Elie Atipo de la DGST, qui est revenu, mais cette fois-ci non pas en qualité d'expert sur les armes, mais en qualité d'expert sur les écoutes téléphoniques. Il nous a dit oui, mais on a écouté, on a entendu le général Jean-Marie Michel Mokoko qui téléphonait avec des mercenaires français basés au Gabon, et l'un des mercenaires a aussi téléphoné au pasteur Ntoumi, et on n'a pas pu entendre ces enregistrements téléphoniques. Donc tout ça, bien entendu, ça n'est pas crédible. Aucune cour de justice équitable au monde, dans un état de droit qui se respecte, ne peut permettre que l'accusation avance des preuves sans les soutenir. Ben là, on aurait aimé entendre les fameux enregistrements téléphoniques. On n'a pas pu les entendre devant le juge d'instruction. On s'attendait peut-être à ce qu'il fasse l'effort de fabriquer des enregistrements pour qu'on essaye de voir si on reconnaît les voix. Et ben, ça n'a pas été fait. Donc là, la seule chose qui a été faite, c'était commenter la vidéo truquée qui date de 2007. Mais jamais ils n'ont dit « Ah, c'est une vidéo qui préparait un coup d'État ». Oui, mais quand est-ce que le coup d'État a eu lieu? Est-ce qu'ils nous ont donné la date d'exécution du coup d'État? Parce que de toute façon, si jamais on poursuivait le général pour tentative de coup d'État, mais il faut dire quels ont été les éléments précis pour exécuter et à quelle date la tentative a eu lieu et a échoué. Ou alors est-ce que le coup d'État a réussi? Parce qu'ils le poursuivent peut-être pour avoir réussi un coup d'État. Puisque là, ils le poursuivent pour atteinte à la sûreté de l'État. Normalement, atteinte à la sûreté de l'État, c'est que de fait, on a quasiment réussi son coup d'État. Et donc, qu'on a tiré, qu'on a pris le contrôle de la télévision nationale, qu'on a attaqué une caserne. Donc, voilà. Enfin, selon les méthodes Cobra qu'avait fait Denis Sassou Nguesso le 5 juin 97, quand il a déclenché son coup d'État contre le président élu Pascal Lissouba. Là, ils n'ont jamais donné de date. Donc, Jean-Marie Michel Mokoko est censé avoir porté atteinte à la sécurité de l'État, mais on ne sait pas à quelle date. On est censé avoir trouvé des armes à son domicile, on ne sait pas à quelle date, il n'y a pas eu de scellé, tout ça c'est totalement donc hors des procédures régulières. Donc c'était totalement pitoyable. Donc c'est pour ça qu'il ne fallait pas, et mes confrères de Brazzaville ont bien fait d'exécuter les instructions du général Jean-Marie Michel Mokoko, il ne fallait pas accepter de cautionner ce simulacre de procès sans preuve, parce que sinon ça serait lui donner une crédibilité. On ne peut pas discuter donc avec des gens qui de toute façon ont refusé de prendre en compte vos arguments dans le cadre de la procédure d'instruction. Parce qu'un procès, c'est le résultat d'une instruction. Tous les procès-verbaux sont faux, la preuve en a été. Éric Bérard Dengo, un des citoyens français qui travaillait au Gabon, a adressé à la Cour une attestation avec la copie de son passeport indiquant « J'ai été emprisonné en 2016 à Libreville, des policiers gabonais m'ont forcé à signer un procès-verbal comme quoi je participerais à une tentative de déstabilisation du Congo-Brazzaville et que je connaîtrais le général Jean-Marie Michel Mokoko. Maintenant que j'ai été enfin libéré, que je suis libre,
Ce sont de pseudo-aveux que j'ai signés sur la torture. Je les récuse, je les réfute. De toute façon, je ne connais même pas le général Jean-Marie Michel Coco. Je ne l'ai jamais rencontré, je ne lui ai jamais téléphoné. Donc là, déjà, on avait, mais bien entendu, le président Aubat, Christian Aubat de la Cour criminelle, il a reçu ce courrier, mais il s'est dépêché de le cacher. C'est même un délit. Parce que là, c'est un délit de destruction de preuves. Donc, on est dans une situation où le prétendu président d'une cour, aux ordres, pour essayer d'exécuter les ordres qu'il reçoit du général Denis Sassou Nguesso, est obligé de dissimuler des preuves contraires, parce que son accusation tombe. Donc, on ne va pas cautionner. Et mes 4 confrères du barreau de Brazzaville ont bien fait de ne pas cautionner cette parodie de justice. Le général Jean-Marie Michel Coco voulait faire une démonstration à l'opinion publique congolaise nationale et à l'opinion publique internationale qu'il était la victime d'un règlement de compte politique. Et là, la démonstration est totale, parce que le procès est une faillite. Toutes les radios et les télévisions internationales ont noté les hésitations des accusateurs, leur façon de fonctionner. Le simple fait qu'au premier jour de l'ouverture du procès, ils aient recommencé à refouler la presse nationale, indépendante congolaise et la presse internationale montre bien la peur qu'ils avaient de la médiatisation de ce procès. Donc, on est dans une situation où l'actuel régime de Brazzaville est totalement fragilisé par ce procès injuste fait au général Jean-Marie Michel Mokoko. Alors, merci Maître Tricot pour cette plaidoirie musclée. Avant de poursuivre, j'ai une précision, Maître Tricot, s'agissant de la vidéo. On parle généralement de vidéo truquée. Cette vidéo aurait-elle connu des mutilations? Vous avez exactement là-dessus? Oui. Alors effectivement, nous avons fait pratiquer une expertise sur cette vidéo et il est très clair qu'il y a eu des mutilations. D'ailleurs, à des moments, dans une image, on voit le général en train de parler, on entend une sonnerie de téléphone mobile, l'image se fige et après, on voit que la conversation reprend, mais la personne qui posait des questions au général Jean-Marie Michel Mokoko, tout d'un coup, est en train de fumer une cigarette déjà bien entamée. Donc, ça veut dire que cette personne a eu le temps de prendre une cigarette, de l'allumer, de l'entamer. Donc, il y a bien une coupure. Donc, même ça, excusez-moi, les bras cassés de la dictature Sassou Nguesso et leurs faux juristes ne se sont même pas aperçus qu'ils produisaient, enfin, ils le savaient que c'était une vidéo truquée, mais ils ne sont même pas aperçus que leur montage et trucage était tellement grossier qu'on peut s'en apercevoir. Même moi, qui ne suis pas un spécialiste des techniques cinématographiques, je me suis aperçu des images figées, des changements comme ça. Donc, quand on regarde avec précision la vidéo, on voit bien qu'il y a des temps qui sont coupés. Donc, c'est totalement clair. Mais là-dessus, comme on a fait faire une expertise, on en parlera plus tard dans les recours, nous allons contre-attaquer. Mais on contre-attaquera au niveau international, parce qu'on sait fort bien que nos preuves ne seront jamais prises en considération par l'injustice du régime Sassou Nguesso. Voilà, Maître Tricot, invité de ce journal de la communauté. Nous sommes aujourd'hui samedi. Merci, Maître, d'être notre invité. Nous avons observé le général, nous avons lu à travers la presse et certains témoignages disent que le général a fondu en larmes à l'écoute de ce verdict de 20 ans. Est-ce que vous confirmez cela, Maître? Non, j'infirme totalement. Ça n'est pas du tout le cas. Donc, le général Jean-Marie Michel Mokoko avait chaud, parce qu'il faisait chaud dans la salle, donc il était obligé de transpirer tout. Il n'a pas du tout fondu en larmes. Il était parfaitement déterminé et il savait par avance qu'il allait être condamné. Et après le verdict, il a pris le temps de discuter avec mes confrères du barreau de Brazzaville, de saluer certains de ses parents avec sérénité, et il est reparti à la maison d'arrêt. De toute façon, c'était déjà planifié. Moi, dès le 10 juin 2016, le général Jean-Marie Michel Mokoko, que j'avais eu au téléphone, m'a dit « Maître, je suis convoqué, je sais que je vais être mis en examen et inculpé faussement et placé à la maison d'arrêt de Brazzaville. J'ai de nombreux informateurs, j'ai d'anciens jeunes officiers que j'ai formés qui m'informent partout. Donc, j'ai des informations, des instructions qui sont données par le général Denis Sassou Nguesso à mon encontre. Donc, je sais que je suis programmé pour aller en prison et pour être condamné. Et on veut m'empêcher d'être candidat aux prochaines élections présidentielles suivantes. Mais je serai comme Nelson Mandela ou comme... Il n'avait pas dit à l'époque, mais c'est moi qui le rajoute, parce que lui disait, je serai comme Nelson Mandela, je sortirai de prison pour contribuer à la libération de mon pays par l'alternance démocratique et pacifique. Et moi, je rajoute, le général Jean-Marie Michel Mokoko, par une heureuse coïncidence, et nous remercions la dictature Sassou Nguesso de l'avoir condamné à 20 ans, parce que 20 ans, c'est exactement la peine
injuste de condamnation d'emprisonnement qu'avait subi le professeur Alpha Condé de la part de la dictature de Guinée-Conakry, la dictature militaire de Guinée-Conakry. Et comme vous le savez, le professeur Alpha Condé, qui était un opposant historique, eh bien, il a fini par être élu, et il est toujours élu, président élu de la Guinée-Conakry. Donc, ce n'est pas parce qu'on est condamné à une lourde peine de prison. Le professeur Alpha Condé a été condamné à 20 ans de prison. Le président Nelson Mandela a été condamné à 27 ans de prison. Ils sont sortis avant et libérés. Oui, Maître Rico, s'agissant de cette comparaison que vous avez déjà eu le temps d'en parler lors d'une interview sur cette même antenne, exact. Comparaison Mandela-Moukoko, pensez-vous que le contexte et la réalité soient les mêmes, dans la mesure où, à l'époque, je crois que le président de Klerk était sous une pression internationale avec des embargos. Le régime de Brazzaville peut voyager, dépenser, se procurer de l'argent et donc libre d'agir. Vous pensez, et puis sur le plan intérieur, les Noirs étaient, à mon avis, plus actifs que ceux qui sont à Brazzaville. Est-ce que vous pensez que la réalité est la même pour faire une évidence? Alors, vous avez raison de poser cette question, mais de fait, on est à mi-chemin entre la situation de l'Afrique du Sud sous le président de Clerc et la situation de la Guinée-Conakry sous les présidents Sékou Touré et Lansana Conté. Donc, et de fait, la dictature militaire Lansana Conté se rapprochait beaucoup de la dictature militaire Sassou Nguesso. Et on était dans une situation où, effectivement, en Guinée-Conakry, il n'y a pas eu de sanctions internationales, mais on a quand même pu basculer vers une alternance démocratique. Effectivement, en Afrique du Sud, il y a eu des sanctions internationales avec embargo contre le régime de l'apartheid. Et nous souhaitons nous inspirer de voisins de l'autre côté du fleuve Congo, à savoir les voisins de la République démocratique du Congo, où effectivement, et d'ailleurs j'ai des clients emprisonnés en République démocratique du Congo, et depuis de nombreuses années, j'ai participé au lobbying pour obtenir de la communauté internationale qu'elle prenne des sanctions contre le dirigeant sécuritaire de la République démocratique du Congo, de la dictature Joseph Kabila. Nous sommes en train de préparer les mêmes choses. C'est-à-dire que nous sollicitons des sanctions internationales contre le régime Sassou Nguesso. Sur ce point, Maître Rico, pour ne pas vous arrêter, pour vous, la réponse est évidente. Vous n'irez pas faire un pourvoi en cassation à cette cour pour les raisons que vous venez d'évoquer. Alors, non, je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça. Alors, vous irez. Alors, non, je ne dis pas ça. Il vous reste 2 jours là. Je ne dis pas ça. Lundi, là, nous sommes en accord avec la défense. Nous, ce que nous voulons démontrer, c'est que nous épuisons toutes les voies de recours au niveau national, parce que c'est ça qui nous permet de pouvoir saisir les instances internationales. Il faut avoir épuisé toutes les voies de recours au niveau national. Donc, de toute façon, nous avons 3 jours à compter de vendredi, et c'est pour ça que dès lundi matin, mes 4 confrères du barreau de Brazzaville vont déposer un pourvoi en cassation. Nous savons fort bien, le pourvoi de cassation sera jugé devant la chambre pénale de la Cour suprême, de la Cour suprême, et cette chambre pénale de la Cour suprême, c'est la même qui avait invalidé qui a violé la Constitution et ses pouvoirs, et violé le pouvoir de la Cour constitutionnelle en déclarant illégalement illégaux les décrets présidentiels qui autorisent l'immunité juridictionnelle du général Jean-Marie Michel Moukoko. Donc on sait qu'on va se retrouver devant la chambre pénale de la Cour suprême qui, bien entendu, et c'est ce qu'on souhaite d'ailleurs, c'est ce qui va se passer, elle va rejeter notre pourvoi en cassation. Mais il faut qu'on puisse démontrer à la communauté internationale qu'on a épuisé tous nos recours, toutes nos voies de recours devant une justice aveugle et injuste. Mais il faut le faire. Et donc c'est pour ça que mes confrères de Brazzaville vont déposer ce pourvoi. Et après, nous avons même la possibilité, parce que là, c'est une faiblesse du pouvoir de Brazzaville, il essaie de faire croire qu'il y a un complot. Pour qu'il y ait un complot, il faut qu'il y ait au moins 2 personnes. Et puis, il faut qu'il y ait une date d'exécution du complot. Y a-t-il, Maître Rico, sur le plan de ce droit national congolais, un mécanisme qui permette d'invalider en retour cette décision de cette… Alors justement, j'en venais là. Vous avez parfaitement raison de poser la question. Il y a un mécanisme. Et c'est justement la question du complot. Comme je le disais, pour qu'il y ait complot, il faut qu'il y ait 2 personnes et qu'il y ait exécution d'un complot à une date donnée. Pour l'instant,
le procès qui s'est terminé vendredi dernier n'a pas démontré une date précise d'exécution d'un complot et les personnes qui étaient impliquées dans l'exécution du complot. Donc, ça n'a pas été démontré. Voilà. Et c'est logique parce qu'il n'y avait qu'un seul accusé présent. Les autres étaient absents parce que volontairement, le pouvoir avait refusé de faire en sorte qu'il soit là. Pourquoi? Tout simplement parce que déjà le juge d'instruction avait refusé une confrontation avec les Français stationnés au Gabon. Et pourtant, c'était facile. Il y avait Éric Bérard Dingo qui était emprisonné au Gabon. Il suffit de demander au gouvernement, bien qu'il soit illégitime, parce que lui aussi, il a violé les élections d'août 2016, M. Ali Bongo, qui lui a perdu les élections face à M. Jean-Ping. Eh bien, compte tenu des bonnes relations existantes entre le général putschiste Denis Sassou Nguesso et le faux président illégitime Ali Bongo, il était facile de demander que M. Éric Bérard Dingo soit extradé du Gabon au Congo pour être confronté au général Jean-Marie Michel Moukoko, parce qu'ils étaient censés s'être téléphonés, etc. Ils ont refusé de le faire. Et c'est seulement en fin décembre 2017, que pour essayer de donner une apparence de vernis juridique à cette fausse procédure, qu'ils ont lancé des mandats d'arrêt contre les 3 Français qui résidaient au Gabon. Mandats d'arrêt qu'ils ont transmis à la République française. Eh bien, c'était tellement irrégulier, ces mandats d'arrêt, comme toute la procédure à l'encontre du général Jean-Marie Michel Moukoko est irrégulière et affectée de vices de forme, donc que les autorités françaises, le 28 mars dernier, 2018, par lettre de l'ambassade de France au Congo-Brazzaville, ont confirmé au gouvernement actuel de Brazzaville que ces mandats d'arrêt étaient irréguliers et ne pouvaient pas être exécutés. Mais ça soulageait le régime de Brazzaville, parce qu'il savait fort bien que ces Français, s'ils venaient, ils diraient à la barre, mais on ne connaît pas le général Jean-Marie Michel Moukoko, on ne l'a jamais eu au téléphone, pourquoi vous nous mettez dans une procédure pareille? Il ferait comme Éric Bérard Dingo. Donc, c'était volontairement. Les seuls que les autorités actuelles de Brazzaville ont voulu faire venir au procès, c'est M. Gilbert Nimodilou, parce qu'ils lui ont envoyé un billet d'avion pour venir dès l'ouverture le 7 mai au procès, et je me suis entretenu et j'ai rencontré M. Gilbert Nimodilou qui est venu témoigner dans mon cabinet d'avocat en disant: Maître, j'ai reçu ce billet d'avion, je vous montre sur mon téléphone mobile, j'ai reçu un appel téléphonique de Brazzaville de l'actuel ministre de la Justice qui m'a menacé en disant: Toi, Gilbert Nimodilou, si tu ne viens pas tout de suite à Brazzaville pour le procès, eh bien on va te condamner par contumace et tu seras lourdement condamné à plusieurs dizaines d'années de prison. Ou alors, si tu viens à Brazzaville et que tu acceptes de témoigner contre le général Jean-Marie Michel Moukoko, on va s'arranger et tu ne seras pas condamné. Voilà, donc il a subi ce chantage. Il a subi ce chantage, il a témoigné dans mon cabinet d'avocat et je l'avais prévenu qu'il serait lourdement condamné. Et ça a été le cas, puisqu'il est lui aussi, comme tous les autres, condamné à 20 ans de prison. Donc là aussi, et c'est une erreur de la dictature Sassou, parce qu'à vouloir condamner plein d'innocents, dont 7 citoyens français. Donc là, la dictature Sassou, elle lance un message à la France en disant: je vous déclare la guerre judiciaire, je ne respecte même pas l'accord de coopération juridique et judiciaire international qui a été signé entre la France et le Congo-Brazzaville, puisque déjà, je vous envoie des mandats d'arrêt irréguliers, mais en plus, je condamne dans des conditions totalement illégales 7 citoyens français, dont un avocat français, mon confrère Sylvain Meyer, et là aussi sans aucune preuve et parodie de justice. Donc là, c'est vouloir affronter le gouvernement français. Alors cela dit, cette provocation se comprend, parce que comme vous le savez, le 4 avril dernier, le porte-parole du gouvernement français, M. Benjamin Griveaux, a, sur un réseau social très affecté par le président américain Donald Trump, très utilisé par le président Donald Trump, posé une question toute simple, à savoir que le gouvernement français se pose la question d'entretenir des relations durables avec le gouvernement du Congo-Brazzaville qui emprisonne systématiquement tous ses opposants. Bien entendu, le gouvernement français ne va pas rompre immédiatement ses relations diplomatiques avec le gouvernement actuel du Congo-Brazzaville, mais des questions se posent. Et l'actuel porte-parole du gouvernement du Congo-Brazzaville, M. Thierry Mungala, avait renvoyé sur le même réseau social un message en indiquant est-ce que le gouvernement français pourrait préciser sa position vis-à-vis du gouvernement congolais? Et bien entendu, le gouvernement français ne s'est pas baissé à répondre à un régime
dont le gouvernement français avait été un des premiers, début avril 2016, à dire que le scrutin du 20 mars 2016 ne présentait aucune condition de sincérité. Donc, et l'Union européenne avait fait une déclaration dans le même sens. Donc, on est dans une situation où, de toute façon, le gouvernement français se voit confronté à un régime qui n'a pas été démocratiquement élu et qui, en plus, condamne à 20 ans de prison par contumace 7 de ses citoyens. Donc, la dictature Sassou Nguesso se passe dans une situation très difficile vis-à-vis de la France. Alors, Maître Rico, peut-être déjà une réaction de ce gouvernement depuis la publication de cette sentence? Avez-vous appris quelque chose de la part du gouvernement français? Je sais que le gouvernement français actuellement réfléchit, travaille là-dessus, mais là aussi, il faut donner du temps au temps. Donc, la diplomatie se fait de façon discrète. Donc, je sais qu'il y aura une réaction à ce sujet. Mais j'en sais pas plus, je ne suis pas avocat du gouvernement français. Question de curiosité, est-ce que au niveau du Congo-Brazzaville, quelle atmosphère générale avez-vous remarqué après ce procès du général Jean-Marie Michel Mokoko? Je pense qu'un élément très déterminant a été la déclaration qui a été faite la veille du verdict, donc qui a été faite le 10 mai 2018 par la conférence des évêques du Congo-Brazzaville. Et là, c'est un message très fort, et c'est la première fois que l'Église catholique du Congo-Brazzaville s'exprime aussi clairement, indiquant qu'un des principaux mots des principaux mal et les différents maux que vit le Congo-Brazzaville actuellement est notamment né du passage en force de la révision constitutionnelle d'octobre 2015. Et ensuite, conflits électoraux, difficultés dans le pool, les maux sociaux et économiques. Et là, je dirais que les évêques congolais suivent le très bon exemple qui leur a été donné par leurs voisins de République démocratique du Congo, qui eux-mêmes avaient constaté la violation par Joseph Kabila du dépassement de son mandat constitutionnel. Donc, et comme vous le savez, en République démocratique du Congo, l'Église et le comité laïque de coordination organisent des manifestations pacifiques pour que se tiennent des élections présidentielles le plus vite possible, alors que le pouvoir Kabila ne cesse de reculer d'année en année. Les élections ont dû avoir lieu en 2016, elles ont été reportées en décembre 2017 et maintenant elles sont reportées à fin décembre 2018. Bien, au Congo-Brazzaville, on va s'engager dans le même processus. Et effectivement, le fait que l'Église congolaise se manifeste de façon aussi ferme, c'est un très bon signal. Et d'ailleurs, le gouvernement Sassou Nguesso l'a bien compris, puisque son fameux porte-parole, le ministre Thierry Mungala, a aussitôt fait une déclaration en disant qu'il n'était pas du rôle de l'Église d'intervenir dans la sphère politique. Alors que l'Église est toujours intervenue dans la sphère politique, à moins que le régime Sassou Nguesso ne se souvienne pas de quel a été l'abbé qui a été le premier président de la République du Congo-Brazzaville lors de l'indépendance et qui a été maire de Brazzaville. Là, on est dans une situation où on a un régime aux abois qui va maintenant contester la place de l'Église qui joue un rôle social et politique important dans tous les pays. Et d'ailleurs, quelles que soient les églises, ça n'est pas obligatoirement l'Église catholique, ça peut être donc une église d'autres confessions religieuses. Mais toutes les églises dans le monde jouent un rôle important, quelles que soient les religions. Donc, on ne peut pas nier leur rôle. Alors, nous allons bientôt terminer cet entretien, mais Maître Rico, on parle de plus en plus dans la diaspora congolaise. Je crois que vous avez eu l'occasion de côtoyer certains leaders congolais pendant les meetings, les réunions. Alors, on parle d'une conférence internationale comme issue à cette crise. Alors, vous avez des leaders comme Bokadia, Moketo, Maleka, Mapimou, certainement, et autres, qui en parlent. Est-ce que parle-t-on de la même conférence, celle dont vous parliez l'autre jour sur cette antenne? Alors, moi, la première question, est-ce que vous pensez que c'est ici la voie du salut pour réhabiliter votre candidat ou votre client? Alors, moi, je dirais, je suis l'un des 7 avocats du général Jean-Marie Michel Mokoko. Donc, je m'exprime uniquement concernant mon client. Je reçois régulièrement
des instructions de sa part, il m'envoie des petits courriers lorsqu'il reçoit des visites en prison, donc je tiens compte de ces instructions. Voilà. Moi, je n'ai pas à m'exprimer sur ce que fait la diaspora congolaise. J'encourage la diaspora congolaise à se mobiliser, à être dans l'unité, ce qui a toujours été le message du général Jean-Marie Michel Moukoko, mais je ne suis pas là pour juger des initiatives de la diaspora congolaise. Par contre, ce que je peux dire, c'est quel était le message qu'avait donné le général Jean-Marie Michel Moukoko le 24 mars 2016, lorsqu'il a appelé à la désobéissance civile compte tenu du hold-up électoral du général Denis Sassou Nguesso, qui n'avait que 8% des voix et qui s'est déclaré vainqueur de l'élection alors qu'il l'avait perdu. Et à ce moment-là, le général Jean-Marie Michel Moukoko a participé à une riposte unifiée d'opposition congolaise pour l'alternance démocratique et pacifique. Une charte donc de l'opposition a été signée et s'est organisée la composante IDC FROCAD, composante J3M, au niveau de ce front de l'opposition congolaise, qui désormais est aujourd'hui présidé par Madame Claudine Menary. Et donc, ce qui est devenu le front d'opposition congolaise a décidé d'organiser des journées villes mortes pour éviter. Et donc, on fait la grève et on évite les manifestations de rue, parce que le souci du général Jean-Marie Michel Moukoko, c'était d'éviter qu'il y ait des provocations sur les manifestants, que des manifestants soient tués. Donc, il a agi d'un point de vue pacifique. Il avait demandé, en complément de ces journées de désobéissance civile, qu'il y ait un respect de la vérité des urnes. Il voulait un recomptage des voix du scrutin du 20 mars 2016. Il avait demandé également l'arrêt des bombardements commencés dès le 4 avril 2016 dans le sud du Congo et particulièrement dans le département du Poul. Il demandait qu'il y ait des corridors humanitaires qui soient accordés sous l'égide de la communauté internationale et notamment le comité international de la Croix-Rouge. Et il demandait que se tienne une conférence internationale inclusive, un dialogue inclusif. Mais dialogue inclusif, ça veut dire que toutes les sensibilités politiques soient représentées. Et pour qu'elles soient représentées, ça veut dire libération immédiate de tous les détenus politiques au Congo-Brazzaville. Parce que vouloir faire une conférence internationale tant qu'il n'y a pas de libération des prisonniers politiques du Congo, c'est quelque chose de difficile à faire. Elle n'est pas véritablement inclusive. Il voulait ce que le général Jean-Marie Michel Moukoko voulait imposer, c'est arriver à ce que la communauté internationale organise, comme par exemple dans le cadre d'une initiative qui a été faite par la France pour le groupe des Amis de la Syrie face à la dictature de Bachar al-Assad, c'est d'organiser ce dialogue qui puisse se faire pour imposer la libération des prisonniers politiques congolais et qui puissent participer à cette conférence internationale. Parce que si on a une conférence internationale sans que les principaux leaders responsables de l'opposition ne soient présents parce qu'ils sont emprisonnés, on a une conférence internationale imparfaite. Donc ça, c'est la vision de l'époque du général Jean-Marie Michel Moukoko. Et donc, elle reste en bonne partie d'actualité. Donc moi, je me contente de donner la vision du général Jean-Marie Michel Moukoko. Qu'il y ait d'autres initiatives, c'est bien. Nous, le plus important, c'est maintenant d'arriver à ce qu'il y ait des sanctions internationales qui soient prises, y compris par le Conseil de sécurité de l'ONU, pour que les dirigeants de la dictature Sassou Nguesso ne puissent plus voyager impunément. Alors, il y avait déjà eu des points positifs, parce que la dictature Sassou Nguesso n'avait pas pu participer à une réunion de l'ONU à New York, etc. Donc, mais il faudrait qu'il y ait des restrictions qui soient plus fermes. Et de même, généraliser le gel des avoirs des représentants de la dictature à l'étranger. Il y a eu quelques actions judiciaires, notamment dans le cadre de la procédure des biens mal acquis. On a saisi des comptes bancaires, on a saisi des immeubles appartenant et des hôtels particuliers appartenant à la famille Sassou Nguesso, mais ça ne suffit pas. Il faut aller beaucoup plus loin dans les sanctions internationales. Et alors, Maître Koko, répondez-vous sur la dernière question de curiosité. Que répondez-vous, j'allais dire, à ceux qui croient qu'il faut plutôt tenir cette conférence et décider, donc permettre aux conférenciers de décider du sort et de ceux qui gouvernent et libérer ceux qui sont en prison. Vous ne pensez pas que la conférence serait plutôt, quoique tenue par la diaspora, un moyen de permettre la libération sans condition de votre client? Mais je dirais, quand on fait une conférence internationale, il faut qu'elle ait une légitimité.
Et pour qu'elle ait une légitimité, il faut qu'elle soit représentative de l'ensemble des composantes. Et un dialogue inclusif, ça veut dire que dans la conférence internationale, il y a également les représentants de la dictature qui sont forcés de venir et qu'il y a toutes les sensibilités politiques, dont celles représentées par les prisonniers politiques qui doivent être libérés. Sinon, on n'a vraiment qu'une conférence qui est limitée. Bon, il y a déjà eu des réunions de la diaspora. Il y a déjà eu des congrès de la diaspora. C'est utile. Et ça, il faut les encourager. Ça, il faut les encourager. Mais c'est quelque chose qui n'aura qu'un poids limité. Ça, vous me demandez mon opinion personnelle. Donc, moi, j'encourage la tenue de conférences de la diaspora. Et surtout, à des levées de fonds de la diaspora. Parce que c'est un combat qui mérite des levées de fonds et toute une organisation. Et la diaspora congolaise, par rapport à d'autres diasporas africaines dans le monde, a pris du retard sur son organisation et sa réunification. Donc, s'il y a des conférences pour réunifier la diaspora, c'est positif. Mais c'est d'une nature différente d'une conférence internationale sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies, de l'Union africaine et de l'Union européenne. Ça n'a pas le même poids diplomatique. Et alors que le général Jean-Marie Michel Moukoko veut donner une priorité aux sanctions diplomatiques et économiques. De même que nous souhaitons que le Fonds monétaire international renforce ses conditionnalités de bonne gouvernance et stoppe tout crédit au régime Sassou Nguesso. Parce qu'il n'est pas question que des fonds de la communauté internationale continuent à payer les mercenaires, à payer les militaires, à payer les gardiens de prison, alors que la population n'a même pas de quoi avoir les moyens de s'éduquer correctement, de se soigner correctement, que les hôpitaux sont délabrés et tout. Donc, il faut arrêter ça. Donc, pour moi, ce sont des conférences de niveaux différents. Alors, merci donc. Cette mise au point à valeur de clarification, Maître Tricot, a donné un détail ajouté. Merci, Co. Merci d'avoir été notre invité. Je crois qu'on se retrouve certainement la semaine prochaine et merci une fois de plus pour votre disponibilité sur la radio de la communauté. Merci, à bientôt.